Bonjour à tous, on se retrouve sur ce tutoriel en Java pour aborder ensemble les tests unitaires. C'est une vidéo qui va pas mal vous servir lors de la création de vos différents programmes et le développement de différents projets aussi. On va faire un peu le tour de tout ça, on va avoir bien sûr une vidéo dédiée au sujet et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous présenter ce que sont les tests unitaires d'abord. Ensuite on va voir quels outils nous avons à disposition en Java pour pouvoir en utiliser, écrire nos propres tests, et on verra ensuite une petite mise en pratique sur un code très simple pour que ce soit bien compréhensible par tout le monde. Et on aura comme ça fait le tour un petit peu de ce tutoriel. Un test unitaire va nous permettre, alors il existe plusieurs tests lorsqu'on veut par exemple travailler sur un programme. Donc là je vais vous montrer un exemple de programme classique, une classe character avec quelques attributs. J'ai fait différents constructeurs, ensuite des accesseurs, des modificateurs, une petite méthode ici qui passe un des attributs ici à faux, donc pour faire par exemple mourir le personnage, et ensuite les modificateurs avec quelques vérifications, par exemple sur le nom et le niveau. Donc une classe qui représente un personnage, par exemple de jeu, avec un nom et un niveau classique. Donc on a ce genre de code. On pourrait normalement, lors de la phase de développement, tester notre programme manuellement, c'est-à-dire qu'on va faire différentes vérifications. On va par exemple dans la méthode main écrire un ensemble de conditions, ou même pourquoi pas créer un autre projet qui travaillerait directement avec celui-ci pour tester différentes possibilités et de voir un petit peu comment cela marche. Le problème de ce genre d'approche, déjà, c'est qu'on va faire les choses manuellement, on va devoir tester par nous-mêmes à chaque fois, on va un petit peu tout mélanger, et aussi on va intégrer l'ensemble des tests finalement dans le projet sur lequel on est en train de travailler, et c'est pas forcément des plus pratiques. N'oubliez pas qu'en développement, on peut très bien travailler sur des projets seuls, mais on peut aussi travailler sur des projets à plusieurs, avoir tout un groupe et différents, on va dire, parties de ce groupe qui sont donc dédiées à certaines portions, certaines parties d'un projet, ou en tout cas un ensemble de projets, on peut en avoir plusieurs. Et forcément, il faut pouvoir organiser un petit peu tout ça, et on essaye d'automatiser un maximum ce que l'on peut. Donc on retrouve justement les fameux tests automatisés, il y en a plusieurs, on parle aussi de tests d'intégration, de tests ensuite qui vont être fonctionnels, donc on arrivera plus à sur les dernières étapes, on va dire, avant la distribution par exemple, ou la livraison d'un projet, ou sa finalisation, donc sa mise en production. Et nous on va s'intéresser dans cette vidéo aux tests unitaires, qui sont vraiment donc les premiers tests à faire. C'est ceux finalement qui vont être les plus nombreux. À mesure qu'on va se rapprocher du stade de production d'un projet, on va avoir de moins en moins de tests à écrire, ou de moins en moins de tests écrits, mais les tests unitaires sont, on va dire, le point central qui va permettre de s'assurer d'avoir, en tout cas au départ, les fonctionnalités les plus spécifiques de notre projet, fonctionnelles, et surtout de pouvoir relancer, réexécuter ces tests à mesure que l'on ajoute des fonctionnalités. Le but ici, c'est de fournir aussi une garantie, en tout cas si possible, toujours possible, on ne peut pas garantir à 100% d'avoir quelque chose évidemment d'efficace, ça va de soi, mais d'avoir en fait une garantie de non-régression. C'est-à-dire, vous avez un programme qui semble fonctionnel et qui semble OK d'un point de vue fonctionnalité, vous ajoutez quelque chose de nouveau à ce dernier, et un code qui fonctionnait au préalable ne vient plus à fonctionner ou présente à ce moment-là des bugs, et automatiquement on a une régression, c'est-à-dire quelque chose qui marchait et après une mise à jour ne marche plus ou marche plus correctement, et ça on essaye d'éviter au maximum. Le but ça va être d'écrire une bonne fois pour toutes, donc évidemment c'est pas magique non plus, on va pouvoir écrire des tests en prévoyant un petit peu les différents cas de figure que l'on veut prévoir. Alors là quand je vous dis que par exemple c'est pas sûr à 100%, c'est parce que l'être humain n'est pas un être parfait, et dans la mesure où vous allez écrire certains tests, vous ne pourrez naturellement pas penser à tous les cas possibles, tous les scénarios possibles de l'exécution de votre programme, voire même de l'ensemble du projet. C'est-à-dire de prévoir à la fois les cas, les bons cas, c'est-à-dire dans le cas où le programme ne présente pas d'erreur ou fonctionne comme il devrait, mais aussi les cas inverses, c'est-à-dire gérer les cas d'erreur, les cas où par exemple, je sais pas moi, il n'y a plus assez de mémoire sur la machine qui est en train d'exécuter le programme. Bref, des choses auxquelles on va forcément penser, d'autres auxquelles on va moins forcément penser pour le coup, et on ne pourra pas tout prévoir, mais on va essayer en tout cas de gérer un maximum de cas possibles. Le but est ici d'écrire des tests, donc les fameux tests unitaires qui vont tester quelques parties bien spécifiques, comme je vous disais, de votre projet, de votre programme. Et ensuite, quand vous voudrez ajouter des fonctionnalités, quand vous allez faire évoluer votre projet, vous n'aurez qu'à réexécuter ces mêmes tests. Logiquement, et c'est le but en tout cas recherché, si les tests sont passés, donc ont été validés au départ, avec toutes les évolutions que vous allez apporter, toutes les mises à jour que vous allez apporter sur votre projet, en réexécutant à nouveau ces tests, vous devriez avoir le même résultat et pas avoir des erreurs qui se sont introduites. Sinon, on en revient à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire de la régression au niveau du code. Et ça, c'est ce qu'on cherche à éviter au maximum. Voilà pour l'explication. Donc bien sûr, si on peut se poser la question de à quoi ça sert de faire des tests, simplement déjà, comme je vous disais, pas que ce soit intégré directement dans le projet, et aussi parce que ça permet de
de produire un code qui est peut-être plus correct, plus fonctionnel, même si on ne peut évidemment pas garantir que si on a des tests qui passent, alors notre code il est exempt de bugs, il fonctionne parfaitement. Ce n'est pas possible, évidemment, encore une fois on reste humain, on ne peut pas tout prévoir non plus. Pour Java, on a, comme d'habitude, et comme n'importe quel langage en fait, toujours plein d'outils qui existent, mais nous on va utiliser un outil qui est sûrement peut-être un des plus connus pour ce langage-là, qui est JUnit, qui va nous permettre de réaliser des tests unitaires directement. Alors si vous voulez un jour vous intéresser à d'autres outils, je vous encourage, vous savez comment ça marche sur la chaîne. Je ne vous laisse jamais généralement que sur un seul produit ou une seule chose en particulier. Je vous recommande toujours et je vous encourage toujours à tester différentes choses, à sortir de votre zone de confort, à découvrir de nouveaux outils. Parce qu'en testant plusieurs, vous en trouverez peut-être un qui vous correspond davantage, que vous trouvez plus intéressant. Et voilà, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur de tester plein de choses différentes et de voir un petit peu ce qui peut vous intéresser davantage. On va récupérer, en tout cas tout ce qu'il faut, je vais vous indiquer un petit peu la démarche pour récupérer ça. Bien sûr, si vous passez par un système de gestion de projet comme Maven, ou si vous utilisez un environnement de développement, vous vous basez sur ces outils-là pour voir un petit peu comment intégrer JUnit à ces derniers. C'est généralement pas très compliqué, de toute façon, si vous utilisez ces outils, vous êtes censé savoir comment intégrer un paquet, ou en tout cas un ensemble de... Donc ici un quadriciel, ce qui s'agit d'un quadriciel pour JUnit à votre projet. Et moi je vais vous montrer, on va dire, la méthode un peu plus manuelle, c'est-à-dire qu'on fera ça en ligne de commande. Comme ça, vous aurez un cas un peu particulier aussi d'installation et de configuration. On va aller directement sur le site JUnit. JUnit, vous avez donc le site ici. Au moment que je fais cette vidéo, c'est la version 5. Comme d'habitude, si vous regardez cette vidéo bien plus tard, vous prendrez la version la plus récente. Si vous avez la 6, la 7, la 8 ou la 99, prenez bien évidemment la version récente. Et vous allez comme ça pouvoir retrouver tout ce qu'il vous faut. On a un guide utilisateur qui vous expliquera un petit peu tout ce qu'il faut. On va aller rapidement dessus pour chercher justement le fichier qu'il nous faut. Et bien sûr la doc qui va être très utile aussi si vous voulez rechercher certaines choses, donc qui est disponible ici. Donc dans User Guide, on va avoir besoin du lanceur en console. Alors dans mon cas précis, évidemment si vous travaillez encore une fois avec d'autres outils, si vous regardez les documentations correspondantes aux outils que vous utilisez, on vous proposera certainement d'autres choses à faire pour tout configurer. Mais nous on va aller donc dans Running Test, on va chercher directement, alors c'est peut-être pas ici, ou dans Writing peut-être, non c'est dans Running normalement. Ça doit être Console Launcher ici, et on va directement sur la partie, donc le Maven Central, et dans la partie JUnit, puisqu'on va retrouver un fichier au format jar qui va être l'archive qu'on va utiliser. Vous prenez la version la plus récente au moment où cette vidéo est faite, enfin en tout cas au moment où vous le faites, et pas forcément par rapport à la vidéo. Donc moi, au moment de la vidéo, la version la plus récente, il suffit de voir la date, et la version 1.9.3. Vous aurez peut-être une version plus récente. Et vous avez ensuite, on le remarque avec le fichier qui est le plus téléchargé, un fichier au format jar, donc vous téléchargez ce dernier, et ensuite vous pouvez par exemple le placer au niveau de votre projet. Donc moi je l'ai récupéré en avance, et vous voyez qu'il est ici. Alors, on pourrait le mettre ailleurs, mais pour des raisons de simplicité au niveau de la vidéo, je le mets directement au niveau, dans le répertoire du projet, pour simplifier les chemins en tout cas qui vont être faits au niveau des commandes en console. Une fois que ça c'est fait, on a tout récupéré. Pour l'utilisation en console, en ligne de commande, on a tout ce qu'il nous faut. Rien besoin de plus. Encore une fois, si vous utilisez des environnements de développement ou autres, vous aurez tout ce qu'il faut en passant notamment par le Maven Central. Vous aurez différentes lignes par exemple à ajouter au fichier de configuration de Maven pour pouvoir gérer les dépendances. Mais encore une fois, vous êtes censé savoir faire tout ça. Et si ce n'est pas le cas, vous avez des tutos. Allez voir la playlist des tutoriels de Java. J'ai fait une vidéo sur justement Maven par exemple. Donc vous pourrez voir un petit peu comment cela se configure si besoin. Ok, on a récupéré tout ça, donc on va pouvoir passer à la suite et voir un petit peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes au niveau de notre projet. Ce qu'on va faire, on va créer, alors moi comme j'ai pas un gros projet, j'ai juste un fichier source, donc c'est très court, je vais faire un fichier de test. Bien évidemment, rien ne vous empêche, si vous utilisez un gestionnaire de projet notamment, d'avoir par exemple une partie qui est votre projet, d'accord, dans un répertoire, donc généralement c'est un répertoire SRC, source, et ensuite d'avoir un répertoire test dans lequel vous mettrez tous les fichiers de test. L'avantage c'est qu'on sépare bien les deux, d'accord. Les tests ne sont pas le projet, c'est les tests sur le projet, mais pas le projet, et on peut comme ça répartir ça, pour ne pas mélanger les choses, et l'avantage c'est qu'à tout moment on pourra exécuter les tests sans avoir à mettre du code de test dans le code du projet. C'est pas ce que nous voulons justement, c'est tout l'intérêt de faire des tests unitaires. Moi comme c'est encore une fois relativement simple ici, dans le même répertoire, j'ai mon fichier qui est ici, et je vais créer le fichier test dans le même dossier. Mais vous, si vous organisez ça mieux, vous aurez donc un répertoire de test à part, pour que ce soit organisé un petit peu à votre convenance. Je vais directement donc créer mon fichier Java ici, je vais l'appeler
test avec une majuscule au début, ensuite suivi du nom de la classe qu'on va tester par exemple, donc test character. On va voir ça. Et ensuite, on va avoir quelques modules à importer, à la fois pour des méthodes statiques et à la fois pour les méthodes classiques. Donc pour les méthodes statiques, on va simplement importer de cette manière. Parce que comme c'est assez long, j'ai pas forcément envie de tout taper à la main, donc on va employer le petit raccourci ici. Ça part de org.junit, ensuite c'est Jupyter, je sais pas si on prononce comme ça en anglais, mais on va dire que oui, API, et ensuite on va avoir besoin de certains outils qu'on verra pour la suite ici, mais je vais en parler un petit peu après. On a cette partie qui est ici. Ensuite, on va utiliser d'autres outils de manière classique. Donc pareil, JUnit, API, et on aura quelques outils en fonction de ce que je vais vous montrer. Encore une fois, je vous fais un tuto dessus. Donc il est clair que je ne vais pas couvrir l'ensemble des possibilités de JUnit sur cette vidéo. Je vais vous montrer ce qui me semble le plus essentiel à connaître pour démarrer et pour pouvoir gérer pas mal de cas de tests unitaires. Mais si vous voulez aller plus loin, il faudra évidemment vous intéresser davantage à cet outil-là ou à d'autres, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le seul outil qui existe pour Java pour pouvoir faire des tests unitaires. Donc ce sera à vous de vous intéresser davantage si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des cas très spécifiques, par exemple pour gérer des tests avec des paramètres ou gérer de la parallélisation. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez voir davantage par la suite. Voici comment ça va se présenter au niveau de notre test. On va écrire notre classe, bon ça, très bien. Character. Et nous allons tester des portions, des parties en fait de notre code ici. Voir par exemple est-ce qu'il est conforme, est-ce que les résultats auxquels on s'attend correspondent bien par rapport à ça. Et ensuite on pourra exécuter les tests directement, automatiquement, en ligne de commande, sans avoir à par exemple exécuter notre projet, ce genre de choses. On aura vraiment les tests à part. Donc moi je vous reprécise rapidement ce qu'il y a. On remarque donc évidemment qu'on a une classe qui représente un personnage, on peut indiquer un nom, un niveau. Donc ensuite ça passe par les modificateurs. Si ce n'est pas le cas, le niveau sera par défaut à 1, et s'il n'y a ni de nom ni de niveau renseigné, le nom sera sans nom, le personnage n'aura pas de nom, et il sera de niveau 1 aussi. On a ensuite les différents accesseurs, et au niveau des modificateurs, on voit que pour le nom, il doit être compris entre 2 et 20 caractères, donc c'est la vérification qui est faite ici. Et ensuite au niveau du niveau, le niveau doit être donc évidemment pas inférieur à 1, donc c'est 1 minimum, et il ne doit pas dépasser 100 non plus. Par contre ici j'ai pas levé une exception, si on a indiqué un niveau supérieur à 100, on met simplement le niveau 100. Donc si quelqu'un a mis 150, ça mettra à 100, vous voyez ça va plafonner en fait le niveau qu'on a indiqué. Donc gérer un petit peu des cas différents. Donc ça on va tester, voir un petit peu en fait est-ce que c'est conforme par rapport au fonctionnement que l'on veut de ce type de classe, et de voir un peu si ça correspond par rapport à ce que nous voulons faire. Pour cela on va retrouver plein de méthodes, donc des méthodes statiques, notamment des méthodes d'assertion. Donc on va voir ici. On va ajouter depuis assertions. Je vais mettre ici une astérisque parce qu'on a beaucoup de méthodes, donc j'ai pas envie de forcément tous les noter ici. Et on va ensuite en avoir plusieurs à utiliser. Au niveau de la documentation, puis on va voir donc au niveau de assertion que vous voyez un petit peu l'ensemble qu'il y a, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici. Voilà, on va retrouver l'ensemble des méthodes statiques qui vont permettre de vérifier un petit peu tout. On a des méthodes qui vont permettre de vérifier par exemple l'égalité entre quelque chose et autre chose, ou la non-égalité, donc l'inégalité entre ces derniers. On va pouvoir vérifier par exemple si c'est égal à vrai, donc une expression vaut vrai, ou une expression est égale à false, d'accord, et fausse. On peut vérifier différentes choses comme ça. Est-ce que c'est nul aussi? Vérifier qu'un objet par exemple vaut nul. On pourra vérifier aussi l'égalité entre deux tableaux. On peut vérifier aussi si une instance, un objet est d'une instance bien précise, donc une instance d'une certaine classe précise. Et ensuite, on va pouvoir aussi gérer des assertions concernant des levées d'exception. C'est pour ça que j'en ai mis dans notre code, qu'on puisse voir un petit peu si, par exemple, quand on essaie de créer un personnage qui a un nom qui est trop petit ou trop grand, est-ce que l'assertion est bien effectivement levée, qu'on a bien une assertion qui est levée, est-ce que c'est ce qui doit se passer. Donc là, on tombe dans le scénario il doit y avoir une erreur qui se déclenche si on choisit un nom trop long. Est-ce que, effectivement, notre projet déclenche une erreur? Vous voyez? Est-ce qu'on n'a pas oublié dans le développement de le faire? C'est pour ça que d'ailleurs dans certains cas vous allez retrouver des méthodes où on va développer un projet via les tests, donc le fameux développement dirigé par les tests, où on écrit d'abord les tests, qui évidemment ne passent pas, puisqu'il n'y a pas de code encore qui a été fait, et ensuite on fait en sorte d'écrire le code minimal pour valider les tests. On peut procéder de cette manière-là, c'est d'autres manières de développer des projets, que j'ai pu d'ailleurs de toute façon apporter dans d'autres vidéos sur la chaîne. Ici on y va, on va utiliser pour cela, pour JUnit, le système des annotations. Pareil, si vous ne savez pas ce que sont les annotations, il y a une vidéo tutoriel en Java sur le sujet, où j'ai pas mal détaillé un petit peu ce concept-là, et on va les utiliser pour pouvoir indiquer toutes les méthodes qu'il nous faut.
Pour réaliser un test le plus simple du monde, pour le moment on va pas forcément faire un test qui est propre à ce que j'ai comme code ici, on va juste passer un test tel quel, même à la rigueur pas de test du tout, c'est-à-dire qu'on va volontairement faire planter le test pour recommencer. Je vais faire précéder ma méthode de la notation test avec un T majuscule. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules. Ensuite j'ai ma petite méthode, donc je vais public void, et je vais par exemple indiquer donc test en commençant par minuscule, voilà, pour l'habitude. Alors après on pourra, en fonction des versions qu'il y a eu pour JUnit, il y avait des, des conformités à respecter en termes de syntaxe pour les noms de méthodes, qui ensuite ont disparu quand justement le système de notation est arrivé. Donc on garde certaines habitudes, mais on n'a plus d'obligation, on va dire, dans certaines notations par rapport à avant, pour certaines méthodes. Donc là je vais lui dire, bon bah je teste quelque chose, parce que pour le moment je teste rien de particulier vis-à-vis de mon programme. Et je vais faire planter ce test avec une méthode fail, qu'on va passer ici, et je vais mettre par exemple pas encore fait. Voilà. On n'a pas encore géré ce cas pour le moment. Juste écrire ça, vraiment sur quelque chose de très simple. Ici, comme c'est une annotation particulière, il faut aussi l'ajouter. C'est dans cette fois-ci, ce n'est pas statique, hein, c'est juste cette annotation qu'on va ajouter là pour tout avoir. Ceci étant fait, on va déjà tester ce code, voir s'il fonctionne, voir si tout est bien installé et configuré par rapport à ce que j'ai récupéré, hein, le fameux fichier jar, donc, qui est ici. Et on va voir un petit peu si tout fonctionne comme prévu pour la suite. On va déjà compiler, et je vais passer, comme je vais avoir besoin de faire référence, alors pour le moment j'ai pas forcément référence à la classe, donc je n'étais pas obligé de l'indiquer, mais on va le faire quand même ici. Je vais indiquer le fichier jar que j'ai, alors normalement ça doit être un JUnit quelque chose, voilà c'est ça. Donc la touche tab, hein, pour auto-compléter dans votre terminal, même si vous êtes sur du Linux ou macOS. Et ensuite je vais indiquer toutes mes classes, je vais le faire comme ça, hop, toutes les indiquer. Donc character et test character, j'aurais même pu faire astérisque puisqu'il y a ces deux-là. Plus vite, hop. Et on va faire ça comme ça. S'il n'y a pas de problème normalement, donc ça compile. On a normalement nos deux fichiers de classe, ok. Alors c'est vrai que celui-là, encore une fois, il n'a pas de test, donc j'étais pas obligé de compiler avec les tests pour ce fichier, mais on n'a pas grand-chose, donc là je le fais. Et ensuite à l'exécution. Donc on exécute le fichier jar du unit, ici, et on va lui indiquer de scanner en fait le class path. Donc ce petit chemin là, bon comme là je suis dans le répertoire courant, j'ai pas besoin de l'indiquer, sinon je peux ajouter ceci par exemple. Donc je mets class path et ensuite là je mets le répertoire, donc là ce serait répertoire courant, donc un point. Alors si je mets en grand ça donne ça. Voilà le chemin complet. Donc vous voyez, on a indiqué l'emplacement du class path, par défaut de toute façon c'est ça, donc c'est pour ça que là je me permets de l'enlever. Et ensuite on indique bien de tout scanner pour être sûr de gérer tous les tests, donc de vérifier tous les sous-répertoires et avoir l'ensemble qui est fait. On exécute la commande et là les tests vont être faits en fait pour avoir l'ensemble de tout ce qu'on a. Alors là le problème c'est que je vois qu'il m'a pas géré il m'a pas trouvé le test, donc je voulais voir un petit peu s'il m'a pas s'il a pris en compte ce que je voulais. Parce que je vois qu'il m'a pas pris en compte ce dernier. Est-ce que ça c'est ok, mais normalement il est censé me gérer ce dernier. On a les deux fichiers qui ont bien été pris en compte. Alors, je vais lui remettre sinon, mais normalement ça doit passer sans. Ok, bon bah je lui ai indiqué, parce que visiblement il n'avait pas pris en compte le répertoire là. Donc on a la commande qui est faite, et vous voyez qu'il indique tout simplement, donc il a bien trouvé, dans test character, il a bien trouvé une méthode test something, et là il nous a dit que le message en question, et là que le test n'est pas passé. Alors c'est fait exprès, hein, cette méthode fail, elle fait en sorte justement de faire échouer un test, ça peut servir pour des tests. D'ailleurs je pense que si vous avez des outils qui vous créent automatiquement des fichiers de test, par exemple sur NetBeans, Eclipse ou d'autres environnements de développement, il est possible que quand ça vous génère justement des classes de test, ça vous mette par défaut justement ce genre de méthode, pour avoir les méthodes déjà écrites, et ensuite vous n'ayez plus qu'à compléter, vous pouvez adapter à votre projet. Donc au moins on sait, voilà, c'est lu, ça fonctionne JUnit, il fonctionne, il n'y a pas de problème, on va pouvoir tester tout ça. Donc là on va gérer un cas classique, on va regarder un truc très simple, avec certaines méthodes d'assertion. Donc parmi celles que je vous ai citées à l'oral tout à l'heure, moi je vais quand même vous les noter pour certaines. On va retrouver notamment assert equals, qui va vérifier si ce que nous avons ici en X, un élément de... Alors, ça peut être plusieurs types, hein, il peut faire une vérification d'égalité entre deux entiers, entre deux doubles, entre deux flottants, etc. Ça c'est pareil, si vous voulez voir tous les types possibles, je ne vais pas vous les énumérer, il faut voir au niveau de la doc, c'est-à-dire que vous allez dans assert equals, donc c'est ici, et vous voyez qu'il gère plein de types différents. Ce qu'il attend, et ensuite ce qui est actuellement passé, avec éventuellement un message d'erreur qu'on peut indiquer.
Donc il le gère pour les chars, il le gère pour les doubles, il le gère etc. pour plein d'autres types. On verra pour les objets c'est autre chose bien sûr. Mais les types on va dire classiques, il peut les gérer tels quels. Attention ça c'est pas ma classe, character, je vois qu'ils ont mis ça mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec ma classe character ici. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je change de nom parce que c'est utilisé par Java, ça va pas être gênant. Donc on vérifie en fait les deux choses qu'il y a là, et ensuite si on veut éventuellement on peut indiquer un message en fait d'erreur, voilà, qui sera indiqué au niveau des tests pour voir à quoi fait référence l'assertion si on veut. Et on va retrouver un petit peu ce modèle là très souvent où on teste un truc, donc ce qu'on attend en fait comme résultat, ce qui est attendu, et ensuite ça ce que nous avons vraiment, et éventuellement un message. Et on a plein de méthodes qu'on va pouvoir gérer de cette manière là pour la suite. Donc là on va faire un test très simple de vérifier finalement est-ce que 1 est égal à 1 finalement, de voir si c'est le cas. Vous voyez, très simple. Donc encore une fois, cette méthode statique fait partie de ça. Je rappelle ici. On va recompiler ça. Ce programme, on va l'exécuter. Et vous voyez que le test est passé. Voilà. Donc il a bien indiqué les conteneurs qu'il a trouvés. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne nous intéresse pas ici par rapport aux vérifications qu'on a. Les conteneurs, c'est ce que vous voyez ici. Et ensuite, il nous indique un petit peu les tests qu'il a trouvés. Ici, on a bien un test qui est passé, 0 test échoué. Donc c'est parfait. Maintenant, bien sûr, bon, vous avez bien compris, si je indique est-ce que 1 est égal à 5, bien sûr, il va nous planter. Le test ne passera pas cette fois-ci. Voilà. Et on voit qu'il ne pas passé du tout par rapport à ce qu'on a là. Donc là, si vous trouvez que le message n'est pas suffisamment parlant, on peut faire en sorte, voilà, je sais pas moi, les deux noms doivent être égaux. Les deux entiers. Pour avoir un message explicite au niveau des tests. Parce que c'est quand même plus important de voir un petit peu ce à quoi on fait référence ici. Donc là pareil, on a bien un test qui a été trouvé et un test échoué. Et on a bien le message qui a été géré ici. Donc vous avez comme ça votre message à vous avez toujours le message, on va dire, technique, qui est ajouté aussi. C'est-à-dire qu'on attendait une valeur de 1 et en fait ce qui a été passé c'est 5. Donc c'est évidemment 5 n'est pas égal à 1, donc le test échoue. Donc on peut gérer ça de cette manière. Donc on a plusieurs méthodes comme ça. Vous avez pareil dans le même format, je disais assert true, donc pareil qui va vérifier x, y, donc ce qu'on attend avec quelque chose et éventuellement un message. On a bien sûr comme ça not equals, parce que parfois on veut vérifier l'inégalité. On a bien sûr false. Donc je vous montre rapidement ceux qui reviennent quand même très souvent, qu'on voit un petit peu comment ça marche. Pour les objets, parce que je vais mettre ici, parce que c'est quand même un cas ici, on a same, donc avec un objet, voilà, ici, et vérifier un autre objet. Donc à vous de voir comment on considère que deux objets sont égaux en Java. On l'a vu dans le cours, j'ai bien détaillé un petit peu comment ça se passait, l'égalité de deux objets en Java. Donc on peut vérifier ce genre de choses. On a bien sûr, pareil pour notre same. Alors c'est vrai que je ne le mets pas à chaque fois, mais on peut généralement toujours passer un message ici. Vous avez compris un peu, qui n'est pas obligatoire, mais on peut l'indiquer. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi pour nul? Je vous les écris rapidement parce que je ne vais pas tous vous les montrer, mais après on va aller voir au niveau du code que j'ai écrit. Ce qui est ici. Donc là voilà. Si la valeur qu'on passe ici était vaut nul, voilà simplement. Par exemple, vous voulez vérifier qu'une information vaut bien, doit valoir nul, à ce moment-là précis de votre programme, et vous la passez ici en argument, et vous vérifiez si c'est bien le cas. Si ce n'est pas le cas, vous aurez votre message d'erreur, le test aura échoué. Voilà, donc ça peut être intéressant des fois de savoir qu'on a forcément quelque chose qui est nul pour ce qu'on veut faire. Et si je change pas le nom, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? On a aussi instance of qui peut servir. Donc pareil, généralement vous avez un certain objet, une certaine classe même d'ailleurs, qu'on vérifie. Voilà, donc je vais mettre classe. D'accord? Et voir si ça correspond à l'objet qu'on a. Voilà. Et pareil, toujours le message au cas où, qui peut être indiqué ici. Donc on peut gérer comme ça tout ça. On a aussi pour les tableaux, donc je vais très vite, assert array equals. Normalement on a aussi l'équivalent pour l'inégalité, je vais y arriver. Et on verra celui-là, le dernier, on va surtout le voir un petit peu en détail pour throws, parce que ça va nous permettre de gérer en fait tout ce qu'on a, donc c'est-à-dire le type qu'on attendait. Et ensuite on verra l'élément qu'on veut tester en particulier. Mais pour moi, je vois une note comme ça, de toute façon, vous avez compris un peu le principe au niveau des arguments. Il y en a plein d'autres, encore une fois, si on va à la documentation,
Voilà, on va retrouver par exemple pour lines, match, etc. Donc il faudra aller voir. C'est des cas peut-être un peu plus spécifiques, mais on peut retrouver d'autres cas aussi que j'ai pas forcément montré, les timeout aussi. Donc de voir un petit peu tout ça. Mais maintenant je vais vous montrer en pratique ce que ça peut donner en tout cas pour l'exemple de code qu'on a. Voilà, qu'on fasse un vrai test par rapport à ça quand même pour la suite. Donc on va en faire un particulier par rapport au test que nous avons ici. On va vérifier par exemple que, alors là vous voyez, normalement on est censé, si on utilise ce constructeur, on est censé avoir un personnage qui porte ce nom-là, okay, et qui a le niveau 1. Donc on est d'accord, si je crée un personnage par défaut et qu'il n'y a pas ces deux informations, c'est que notre programme il n'a pas fait ce qu'on attendait. D'accord. Donc le test est censé échouer. Donc on va faire un simple test de voilà, void test default par exemple character. Alors je peux mettre le nom que je veux pour que ça documente bien ce que c'est censé tester. Donc on va dire ceci par exemple. Et ici on va créer un personnage par défaut. Voilà. On est d'accord à ce stade, normalement, si j'appelle les accesseurs, on est censé avoir les bonnes informations. Donc vérifions si nous avons bien une égalité. Donc là le test va être beaucoup plus concret que ce que je vous ai noté tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse ça sur un vrai petit code pour voir ce que ça donne. Donc je rappelle que c'est sans nom, normalement. Et est-ce que c'est bien égal au nom qui a été affecté effectivement à ce personnage par défaut? Je ne vais pas mettre de message. Ici, on a bien compris le principe. Et on va faire la même chose entre la valeur 1 et getLevel. Donc je rappelle que les accesseurs, ils ne sont pas magiques, je les ai écrits. Voilà. Ils sont là les deux. Donc on a bien ces valeurs et normalement, par défaut, on est bien censé avoir ça comme nom et ça comme niveau. Donc on peut mettre plusieurs assertions dans un seul test, d'accord? Là, comme c'est le test qui est fait, c'est pas de vérifier juste le nom par défaut, c'est je vérifie en fait toute l'instance de personnage par défaut. Donc je vérifie ces deux attributs ici. On pourrait tout à fait décomposer en deux tests distincts. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous écrivez des tests selon ce que vous avez besoin de tester précisément. Donc là, on est bon, on teste ça, on recompile, on exécute. Oui, il faut ajouter bien sûr. Ça peut déclencher une exception. Et on teste ici et on voit que le test est passé. Testons autre chose maintenant, parce que vous voyez par exemple, mettons que le développeur qui a écrit ça, en fait, n'a pas écouté, il a dit bon ben moi quand je crée un personnage par défaut, il est au niveau 5, donc ça correspond pas au test. Donc vous voyez, quand on fait des développements dirigés par les tests, s'il a été décidé qu'un personnage au départ est de niveau 1 par défaut, là le développeur s'est trompé, lui il a mis niveau 5, et ben là forcément le test ne passera pas, parce que ça ne concorde plus en fait avec ce que nous avons écrit. Voilà, donc le test a échoué, on attendait un niveau de 1 et c'est un niveau 5 en fait qui a été indiqué. Donc ça peut nous indiquer en fait le problème qu'il y a, et surtout ça va indiquer quelle partie aussi. L'avantage derrière, c'est que une fois que vous avez on va dire une partie de votre projet, d'accord, ça peut être par exemple un sous-projet ou autre qui est OK, si vous avez un test qui ne passe pas, vous n'allez pas tester l'ensemble de votre projet pour chercher par exemple où est l'erreur. Vous savez que logiquement, si des tests sont passés sur la partie A et que c'est au niveau de la partie B qu'il y a des tests qui échouent, eh bien c'est au niveau de la partie B qu'il faut vérifier. Et généralement, vous faites en sorte avec les messages de retrouver également les passages bien précis en tout cas du projet qui sont concernés en tout cas par les erreurs qu'il y a. Donc là on peut corriger et à partir de là bien sûr on revient au cas de tout à l'heure où les tests passent à nouveau. Donc vous allez pouvoir tester ça plein de manières différentes. Encore une fois, c'est très arbitraire, c'est-à-dire c'est à vous en tant que développeur ou la personne qui fait les tests de choisir les tests à écrire en fonction de ce que vous voulez tester dans, encore une fois, les bons cas ou les cas qui ne le sont pas. Là j'ai clairement testé un cas où voilà, on a une information qui n'est pas bonne, mais on peut aussi vérifier que quelque chose est bon. Donc là on fait en sorte d'avoir en fait le bon nom et le bon niveau par rapport à ça. Donc on peut voir comme ça un petit peu si on a quelque chose qui est OK. On le voit. Pareil, ici on peut se dire, bon, alors, voir par exemple que notre personnage, il a comment dire, un argument qui indique s'il est en vie ou non, ok. Et on a une méthode qui est die, qui est censée donc évidemment de mettre en vie à false. Et on peut tester ça aussi, la cohérence, de dire, bon, est-ce que quand le personnage n'est pas en vie, est-ce qu'effectivement son paramètre qu'il indique correspond bien, d'accord, si c'est cohérent par rapport à ce qu'on a là. Sinon, si on a une inversion, ça risque de poser pas mal de problèmes quand on va se servir de ce booléen dans des conditions. Donc on peut tester comme ça pas mal de choses. On va faire un test sur le nom. On voit par exemple ici que le nom, on a
une longueur en fait un petit peu de ce que l'on a. Alors logiquement, on ne peut pas avoir une longueur plus grande parce qu'on l'a prévu au niveau du filtre. Vous voyez, j'ai fait en sorte ici que dans tous les cas, ça déclenche une exception si on essaye de mettre une valeur qui est invalide. Donc si à partir de là, on essaie, d'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu mettre quelque chose comme ça. Si on essaye bien de tester, de voir si la longueur du nom est trop petit, trop grand, ou pareil pour le niveau, le test passera puisqu'on a fait le nécessaire ici. J'ai déjà fait le nécessaire ici. Par contre, ce qu'on peut vérifier, c'est est-ce qu'on lève bien une exception. C'est-à-dire que si le nom effectivement est trop petit ou trop grand, est-ce qu'il y a bien une exception en fait qui est levée par rapport à ça. Donc ça, c'est un test aussi qu'on peut faire, qu'on peut vérifier quand même pour voir si ça correspond, si on a vraiment tout qui correspond. Donc pour ça, alors je vais laisser celui-ci, parce qu'après tout on peut le laisser aussi. On va en mettre un deuxième. Ici on va tester test character je vais mettre character's name is correct. Ou plutôt pour l'erreur plutôt. Voilà, on peut mettre quelque chose comme ça. Et on va pouvoir comme ça tester ce que l'on veut. Ici, on utilise assert throws, que je vous ai indiqué ici. Si on regarde au niveau de la doc, je vous avais montré, normalement, enfin, je l'avais écrit en tout cas tout à l'heure, il est ici, voilà, qu'on va attendre ici une certaine classe, donc c'est la classe en fait d'exception qu'on va tester, et ensuite on a un élément exécutable qui est un peu particulier. Ça, c'est une interface fonctionnelle qui va prendre simplement, enfin qui a une seule méthode, parce qu'elle est fonctionnelle, qui est execute. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir directement écrire ça dans une classe anonyme au niveau de notre code pour pouvoir implémenter ce qu'on veut tout simplement vérifier ici. Donc là, ce que je vais vérifier, si on a bien une valid argument exceptions, je vais indiquer .class, et ensuite on va écrire notre classe anonyme directement ici pour la suite du code pour voir un petit peu ce que l'on gère. Donc là, c'est à nous de vérifier, en fait, de vérifier un petit peu le code qu'on veut regarder. Est-ce qu'il y a une exception en fait qui a bien été levée par rapport à ça. Donc c'est vraiment de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre code. Alors là, par contre, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose à indiquer. Ouais, on n'a pas forcément grand chose ici. On va juste indiquer ça. Alors il faudrait un nom plus petit éventuellement. Ouais, c'est ça, on va mettre un nom. On va mettre un nom plus petit que 2. Parce que par exemple, j'ai permis d'avoir ce genre de nom. Voilà, I. Donc là, hop, on va juste mettre A. On va mettre niveau 16. Voilà, on va juste faire ça. Et c'est tout. On va exécuter le programme. Alors c'est pas grave, on va juste remettre exception. Je vais le changer ici, on va pas trop complexifier, rajouter d'autres exceptions. Voilà, tout va bien. J'aurais pu mettre une runtime exception aussi. Tranquille. Ok, on exécute ça, et là on voit, bon, ok, ça a bien été géré, vous voyez le cas, etc. Il y a bien une exception qui a été levée. Donc effectivement, on nous indique bien que voilà, ce cas a bien été géré. D'accord. Dans la mesure où on essaye de faire ça, on a bien prévu de gérer ce cas d'erreur pour en fait un nom de personnage qui est finalement trop court, qui ne correspond pas à ce que l'on veut. Donc évidemment, si après je teste autre chose, on pourra voir un petit peu d'autres cas possibles ici. Donc là, ce n'est pas une exception qu'on teste, c'est une runtime exception, et forcément ça ne correspond pas. Donc vous voyez, on peut vraiment gérer ça en fait, même si vous avez une hiérarchie dans les exceptions, vous pouvez vraiment vérifier le type d'exception qui est levé, et surtout est-ce qu'une exception est levée. Donc on vérifie deux choses. Est-ce qu'une exception qu'on veut tester est bien levée, et ensuite est-ce que ça correspond bien, est-ce que c'est le bon type d'exception qui est levé aussi. Donc on peut tout à fait contrôler tout ça. Donc c'est vraiment pratique, ça vous allez quand même l'utiliser très souvent dans les différents tests que vous voudrez écrire, donc c'est bien de savoir un peu comment cela fonctionne pour cette partie. Ce qu'on peut aussi aborder, ce que je vous ai montré les assertions, on peut supposer, dans certains cas, j'en parle rapidement parce que je ne sais pas si j'aurai un exemple ici directement, mais qu'on peut supposer par exemple que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout ça, on va avoir des assumptions. Voilà. Et pareil, au niveau de la doc, vous avez par exemple assume true, assume false.
qu'on retrouve, et d'autres cas, mais avec d'autres types, pour pouvoir vérifier, voilà. Est-ce que par exemple une expression qu'on teste, on assume en fait qu'elle va valoir faux. C'est ce qu'elle doit valoir. Si ce n'est pas le cas, eh bien le test échouera. Et à l'inverse, si c'est pas bon, eh bien le test ensuite sera indiqué. Donc si je faisais test rapide, un exemple rapide. C'est vraiment pour l'exemple. Parce que je pense pas que j'aurai un exemple dans mon code pour vous montrer ça. Je fais juste assume true. Et ici, une expression qu'on aura testée. Voilà, regarde, si je peux le faire, en fait, je dis n'importe quoi. Si. Test character is alive. Il est en vie. Donc on assume que quand on crée un personnage, d'accord, si on crée un personnage, effectivement, il est en vie. Donc je vais créer un personnage par défaut, ici. Et ensuite indiquer que get alive, normalement, est censé renvoyer true. Puisque par défaut, si je vais sur mon constructeur ici, tac tac tac, voilà, le personnage, dans tous les cas, est censé être en vie. Donc on peut tester, on assume que le personnage est en vie quand on vient de le créer. Et si ce n'est pas le cas, le test échouera. Pareil, à chaque fois je l'oublie. J'ai pas rechangé l'exception. Et voilà, donc là vous voyez on a à nouveau les trois, le test supplémentaire qui s'est rajouté, et c'est bien le cas, il est ici, voilà, test character is alive, donc c'est bien bon. Donc si le développeur a décidé que par défaut le personnage n'en était pas en vie, bien sûr ça va déclencher, et le test va nous indiquer que mince on s'est gouré quelque part, ça va pas du tout, voilà. Donc là c'est vraiment autre chose, c'est on assume que une expression est vraie ou fausse, et à partir de là on peut bien sûr tester pour par exemple vérifier, vérifier des parties de notre projet et vérifier des parties de notre code notamment. On a tout ça. Alors pareil, si le nom n'est pas forcément très explicite, même si je ne vais pas rentrer en détail de ça, parce qu'on peut faire énormément de choses, on peut par exemple changer le formatage, on peut choisir un nom d'affichage au niveau par exemple des tests que l'on a. Donc si par exemple vous trouvez que ce nom-là c'est pas forcément des plus pratiques, et vous voulez un nom plus humainement lisible on va dire, on peut utiliser un display name, et par exemple afficher personnage créé par défaut. Alors je sais pas par contre si ça prend si ça va prendre par défaut ici les caractères accentués. Je vais les enlever, on doute. On va éviter de toute façon en console les caractères accentués. Bon. Voilà, je vais ajouter display name aussi. Ça c'est une autre annotation. Voilà, personnage créé par défaut. Ici on va mettre un nom incorrect. Quelque chose comme ça, et ensuite personnage en vie. Voilà, bon, vraiment des exemples comme ça pour illustrer un petit peu, montrer comment ça marche. Et comme ça on a tout ça. Au moins là vous voyez que c'est quand même plus intéressant, peut-être plus lisible au niveau des tests. Voilà, vous pouvez faire un message plus humainement lisible. Ça va être pratique comme ça pour voir à quoi correspond chaque test plutôt que d'avoir le nom de la méthode par défaut. Donc vous pouvez faire ce genre de choses, on peut faire d'autres choses également, on pourrait mettre des tirets du bas et ensuite avoir des méthodes qui peuvent les enlever automatiquement. Enfin il y a vraiment plein de petites méthodes utilitaires en tout cas au niveau de JUnit pour gérer tout ça si on veut. Donc à vous de regarder un petit peu de ce côté. On peut aussi, il y a une annotation qui est quand même pratique, je vais vous la montrer aussi, parce qu'on va évidemment pas tous les voir, il y en a beaucoup, mais ça je pense que c'est intéressant, c'est pour désactiver un test. Voilà, si momentanément, pour des raisons X ou Y, vous avez un test à désactiver, eh bien vous le passez ici, et vous pouvez même indiquer un message qui indiquera que, je sais pas, doit être réécrit. Voilà. Donc une raison qui fait que le test en question doit être ignoré pour la phase de test. Et voilà. Donc ça vous indique pas qu'il a échoué ou réussi. On vous indique simplement que visiblement il y a un test désactivé, il est bien présent, d'accord. Et il y a un petit message d'indication pour indiquer pourquoi éventuellement il a été désactivé. On peut faire ce genre de choses, sinon on laisse juste disabled comme ceci et on n'aura juste pas de message d'indication, mais ce sera quand même désactivé avec le message par défaut ici.
Mais bon, là, ça ne nous intéresse pas beaucoup par rapport à tout le nommage qu'on a ici. Donc on peut voilà, gérer ces différents cas également. Si ça vous intéresse, je vais mettre doit être revu. Voilà, éventuellement. Ça va être mieux. Ok, ceci étant fait, je pense qu'on a fait déjà le tour de beaucoup de choses sur cette vidéo. Je voulais quand même qu'on fasse un peu le tour de toutes ces possibilités-là. Donc on a vu les assertions, on a vu les assumptions ici, on a fait le tour de ça. On a aussi possibilité de tester plein de choses à la fois. Alors je le montre rapidement, mais c'est vrai que c'est une possibilité aussi. On a un autre genre de méthode. Donc je vais mettre test lot of things. Voilà. Et si vous voulez faire plusieurs tests, d'accord, pas seulement genre un seul, mais tester plusieurs choses à la fois, vous pouvez utiliser cert all. Et là ensuite, vous avez comme ça les différents tests que vous pouvez faire. Donc par exemple, généralement ce qu'on fait pour ça, on peut très bien, je sais pas moi, déclarer ça ici. CH comme ceci. Et ensuite, l'élément qu'on a ici, on l'indique en premier argument. Et ensuite, on fait tous les tests que l'on veut. Voilà, on indique tous les tests. Alors là, par exemple, moi, je le mets ici sur une même ligne, mais on peut tester une assertion de quelque chose. D'accord, donc je sais pas quoi, à vous de voir. Et après, vous faites un autre test, d'autres choses, etc. Alors bien sûr, on peut en faire des classes anonymes. Après, donc ça fait beaucoup d'empilement. Ça va beaucoup chercher imbriquer, voilà, chercher le mot pour l'ensemble des arguments qu'on a ici. Mais on peut tester plein de choses. Donc si vraiment vous avez beaucoup de tests à faire, vous pouvez tout imbriquer avec cette méthode. Même si personnellement, je trouve que c'est plus lisible de séparer les choses ici. Ça évite d'avoir trop plein de parenthèses. Et comme je n'aime pas ça, bon, je trouve qu'on perd vite en lisibilité. Donc je préfère généralement séparer les choses. Mais vous avez, sachez-le, une méthode en tout cas pour écrire les choses de cette manière aussi. Donc vous pouvez tout à fait faire ça. Pour finir, en tout cas sur les annotations, après on finira une dernière partie pour finir la vidéo sur les méthodes, parce qu'il y a d'autres explications à vous donner. On a aussi une annotation qui est pratique, que si vous avez remarqué, au niveau de l'ordre dans lequel sont gérés finalement les tests, eh bien l'ordre est arbitraire aussi choisi par JUnit. Il va faire en sorte finalement de déduire un ordre qui lui paraît correct par rapport en fait aux différents tests qu'on va effectuer. Et peut-être que vous, pour des raisons bien précises aussi, au niveau de votre code, vous voulez que certains tests soient faits dans un ordre spécifique. De dire, tel test, il doit être fait avant celui-ci, parce qu'on a besoin de certaines données, ou voilà, vous travaillez avec des données globales, peu importe. Donc on a besoin de respecter un certain ordre. Là, on voit que l'ordre, c'est toujours celui-ci, et c'est pas, vous voyez, forcément dans l'ordre du fichier. Donc attention, c'est pas pris dans l'ordre dans lequel vous avez écrit dans votre fichier, c'est choisi par JUnit. Si pour une raison quelconque vous avez besoin de gérer l'ordre spécifique des tests, vous allez pouvoir le faire aussi. On va pouvoir gérer un petit peu tout ça. Pour ça, il nous faut directement, alors déjà au niveau de la classe, ici, alors ça je vais les enlever, non je vais pas les enlever. Ici, on va avoir besoin de test method order, et ensuite on va lui passer un order annotation .class. Donc on a une annotation avec un autre type à passer, donc de cette classe-là, pour pouvoir gérer l'ordre des éléments que l'on veut. Donc là, il va falloir ajouter plein de choses. On va avoir besoin de alors par contre, c'est en statique ou c'est un... Non, je pense pas que ce soit en statique. Non, c'est pas en statique. Je vais vérifier dans la doc, mais normalement non. Donc API, on va avoir method... non. Voilà. Wow. On va vérifier quand même dans le doute, pas écrire des bêtises. C'est lui que je veux. Je vais le recopier-coller. Normalement, moi c'était bon, mais j'ai mis des O, des majuscules, on sait plus trop. Bon, c'était ok. Parfait. Donc on a ça à ajouter. Et on va avoir pour les tests, pour la partie test aussi, il faut qu'on ajoute order. Alors order, on va le prendre ici et l'ajouter là. Je les mets par ordre alphabétique, pour se trouver. Voilà. Et il va nous falloir le test qui est là. Voilà, lui. Qu'il faut ajouter ici. Une fois qu'on a ajouté tout ça, on se fait pas mal de petites choses à ajouter juste pour changer l'ordre. On a accès à un nouveau, donc on indique bien que notre classe a un ensemble de tests qui sont ordonnés, et on peut choisir l'ordre via une nouvelle annotation qui est order. Donc si vous voulez absolument que celui-ci soit fait en premier,
et ben vous l'indiquez via un entier, ici 1. Et ensuite, par exemple, bon, bah, celui-là doit être fait en deuxième. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est au pif. Voilà, vous le mettez ici. Et celui-ci est fait en troisième. On l'indique là. Voilà. Alors moi, dans mon cas, l'ordre n'a pas d'importance. Vous, peut-être, ça aurait d'importance. On travaille avec des bases de données, avec des fichiers, nécessité d'ouvrir certains flux avant. Donc là, ça peut bien sûr nécessiter, de toute façon, si ce genre de possibilité existe, c'est que vous avez bien évidemment des cas où l'ordre des tests à faire est important. Donc on doit le respecter. Et là, ce n'est plus le test choisi par JUnit, c'est le test, l'ordre des tests que vous avez vous choisi. Donc on a bien cette partie qui est en premier, est-ce qu'il est en vie, et ensuite le nom de personnage incorrect en dernier, et quel que soit le nombre d'exécutions des tests que je ferai. On a l'ordre qui est bien respecté. Voilà pour tout ça. Avant de nous quitter de ce tuto, on a quelques méthodes particulières à voir. Je vais rajouter, on va alléger un peu ce code. Toujours pareil, j'aime bien en enlever le maximum pour pas nous embrouiller. Ça, on va l'enlever, ça, on l'enlève, ça, on va le laisser, pas gênant. On va enlever ça aussi. On enlève tout ça. Voilà. Ceci étant fait, vous pouvez remarquer que dans certains codes, en tout cas, on va avoir des codes répétitifs, du code répétitif. Par exemple, là, on voit qu'on a ça, à chaque fois on construit une instance, peut-être que dans certains cas, on aura besoin de se connecter à la base de données, ou même par exemple, on doit se connecter à une base de données avant d'effectuer tous les tests, ou alors on a certaines instructions à faire avant chaque test. C'est-à-dire que c'est pas avant tous les tests, mais c'est avant chaque test distinct, on doit faire un ensemble d'instructions. Pour ça, il existe aussi des annotations particulières que vous allez pouvoir utiliser au niveau de JUnit pour gérer en fait ces différents cas. Je vais vous les noter ici, parce qu'on en a plusieurs. On va avoir before each, on va avoir before all, et ensuite la même chose avec after all, after each. Je pense que rien qu'avec les noms, vous comprenez un petit peu quel est le principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer que, alors ça, c'est nos tests, hein, d'accord. Je vais même enlever les displays, tiens, ça rajoute plein d'informations pour rien ici. On n'a plus besoin maintenant pour les explications que je vous donne pour finir ce tuto. Donc on va enlever tout ça, voilà. Mais d'indiquer, bon, avant tout l'ensemble de la batterie de tests qu'on a ici, il y a certaines instructions qu'on doit faire, d'accord. On est obligé de faire cette partie, donc je vais faire une méthode. Je l'appelle, peu importe, hein, je vais dire par exemple init first, voilà. Là, vraiment, il n'y a pas d'obligation. Alors à l'époque, dans d'anciennes versions, il fallait des noms précis, setup, etc. Ça rejoint notamment des noms que vous avez peut-être parmi vous, s'il y en a qui programment en Python. C'est des noms qu'on retrouve quand on fait des tests unitaires en Python, où là, eux, ont des noms bien spécifiques à respecter. Au niveau de Java, depuis qu'on est passé avec un système d'annotation, avec la version notamment 5, on n'a plus besoin d'avoir un nom de méthode à respecter précisément. Donc vous mettez un nom qui correspond, qui est explicite par rapport à ce que ça représente. Et ensuite, c'est l'annotation qui fait tout le travail pour indiquer, donc notamment avec before all, que cette méthode sera exécutée avant tous les tests. C'est vraiment elle qui a la priorité. Donc moi, comme on est sur un truc simple, je vais juste mettre un petit message. Voilà. Avant toute, on va mettre même au pluriel, tiens, hop, magnifique. Avant toute chose. Comme ça, c'est vraiment le début, le début. Ensuite, effectivement, on peut gérer le cas tout à la fin, une fois que tout est fait. Je vais mettre, alors normalement c'est tier done, avant ça s'appelait comme ça la méthode. Là je vais mettre last, de last. Des noms de méthodes très très recherchés comme vous le remarquez. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Avec bien sûr des instructions très utiles aussi pour l'ensemble des tests. Donc ça c'est vraiment à la toute fin. Je vais déjà exécuter ça. Voir qu'il n'y ait pas d'erreur dans les inclusions, normalement c'est bon. Et voilà. Alors évidemment il y a peut-être des tests pas passés. Test instance. Ah oui, je fais des bêtises, j'écris n'importe quoi. Elle doit être statique, oui, celle-ci. Je dois pouvoir être appelée. Hop. Bon, je peux le laisser après, je ne suis pas obligé de mettre forcément public, même les autres, les tests, ils peuvent rester privés, ça ne changerait pas. Parce que JUnit est capable de les exécuter. Mais oui, c'est bien statique pour les deux là. C'est les autres qui sont juste en normaux, mais les after all et before all sont des méthodes qui doivent être statiques. J'ai oublié ce petit détail. Ici en Java. Hop. On exécute, et voilà. Donc comme ça, on a, vous voyez, avant toute chose, donc effectivement,
et éventuellement fin des tests. Donc on a comme ça l'ensemble qui est fait. Donc on peut gérer comme ça différentes choses. Nous bien sûr, comme je vous dis, vous ce serait peut-être par exemple connexion à une base de données ici, là la fermeture de toutes les ressources, libération des ressources à la toute fin. Et ensuite entre deux, si vous avez besoin de faire quelque chose avant chaque test précisément, donc là on est sur before each, donc pareil le public n'est pas obligatoire mais je le mets quand même, donc je vais mettre juste init, et là voilà. Avant un test, hop, et ensuite on va faire la même chose pour après. D'ailleurs, oui, si je mets before sans E, ça va pas le faire. Je vais mettre voilà, suite au test. C'est juste pour vous voyez un petit peu l'ordre un petit peu dans lequel ça se passe, ça se produit. Et voilà. Donc on a bien eu before all qui a été fait tout début. Ensuite, vous voyez, on a eu un premier test qui a été fait, donc il y a eu la méthode avant qui a été appelée avant ce test. Ensuite, le test a été fait, donc il est celui-ci en l'occurrence. Après, il y a eu ça qui a été exécuté après ce test-là. Ensuite, on a ça avant le second. Le second est fait. Ça qui est fait à la fin. Ensuite, on a ça qui est fait avant le troisième. Le troisième est fait. Et ensuite, ça qui vient après le troisième. Et la toute fin, la méthode qui est exécutée à la fin de l'ensemble des tests effectués. Donc ça va être évidemment très pratique. C'est pour ça que j'étais obligé de vous montrer ces annotations, que j'ai terminé la vidéo avec ça. Parce qu'il fallait bien le voir. Parce que vous aurez très souvent besoin de préparer des ressources, préparer des fichiers, une base de données, des données simplement, genre remplir une liste, un tableau avec des informations pour effectuer vos tests. Et comme vous n'allez pas répéter le code en fait à chaque fois, dans chacune des parties de test. Donc par exemple, là si j'avais besoin à chaque fois de créer un personnage par défaut pour chacun de mes tests, en fait je vais le faire ici dans ces méthodes. Et après je peux utiliser au global mes données, et je le déclare ici, dans la partie par exemple before each. Comme ça je sais qu'avant chaque test, j'ai créé une instance de la classe character qui est dans une variable C. Et après je peux l'utiliser ici dans mes tests sans devoir le refaire à chaque fois pour chacun. Comme ça, ici après, dans vos méthodes de test, vous n'écrivez vraiment que ce qui concerne le test, et pas ce qui concerne de la préparation de données ou éventuellement de la libération de données ou de ressources, comme j'ai pu le faire dans d'autres méthodes. Donc ça, par exemple, voilà, toutes ces choses-là, ça pourrait être mis dans une partie before, voilà, tout ça, toutes ces choses-là, avant même de faire les tests et de gérer les différents cas. Donc à vous de voir, en tout cas, mais ça c'est vraiment très utile pour contrôler un petit peu tout ça, tout ce qui est fait avant chacun des tests, après chacun des tests, ou avant et après l'ensemble des tests que vous avez écrit, donc les tests unitaires pour votre projet. Nous avons fait le tour de cette vidéo, j'espère que ce tuto aura été suffisamment clair pour vous, j'essaie de pas aller trop vite non plus dans mes explications, mais que ça prenne pas en tout cas trop de temps et qu'on s'étale pas trop, parce qu'encore une fois, si vous allez voir dans la documentation, vous verrez qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut gérer, que ce soit au niveau de l'écriture de test, c'est même d'ailleurs plutôt bien écrit. Vous avez évidemment plein de cas, voilà, que j'ai pas forcément, par exemple ici, des tests avec des paramètres, on peut gérer, voilà, passer des paramètres et les indiquer ici avec d'autres annotations. Donc à vous de voir, ça peut être intéressant aussi dans certains cas, si vous avez besoin de travailler ici là-dessus, et pas forcément récupérer des données issues de votre projet. Donc on peut faire des tests de cette manière-là aussi. Et après vous avez toute la partie concernant l'exécution des tests, avec peut-être d'autres petites choses à voir. Et pareil, si vous devez l'intégrer à un environnement, si vraiment vous ne savez pas faire, même si vous êtes quand même censé savoir un minimum vous servir des outils que vous employez en développement, vous avez toutes les indications qui sont dans tous les cas écrites ici dans la documentation. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y a des questions relatives à ce que j'ai pu vous présenter dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bon codage à tous. Ciao.